Chers amis, bonjour. Chers amis du réseau francophone, bonjour. Nous sommes heureux aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires qui travaillons à l'animation de ce réseau francophone sur l'ensemble du territoire planétaire de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Cette conférence a lieu aujourd'hui pour la Journée mondiale des océans. Elle s'inscrit dans une série que nous avons imaginée tous ensemble depuis le lancement du réseau francophone de l'UICN qui avait été fait lors du congrès de Marseille le 5 septembre dernier. Et la mobilisation du réseau francophone a pour vocation d'apporter des éclairages dans le cadre des échéances internationales qui sont nombreuses et primordiales cette année, notamment dans le domaine de la mer, mais permettre également à travers nos échanges, les témoignages comme ceux que vous allez entendre aujourd'hui, de valoriser des expériences réussies du réseau UICN, de renforcer le réseau francophone que nous essayons tous ensemble de faire vivre, et puis de créer de nouvelles solidarités, de nouveaux ponts entre les différents pays, les différentes ONG, les différents territoires. Nous avons déjà un travail plus ancien qui existe sur les listes vertes, évidemment, sur les programmes PPI. Et l'idée de Marseille, après avoir eu le plaisir de nous retrouver en France, c'est d'organiser de façon régulière, une fois tous les mois et demi, des webinaires pour valoriser ces expériences communes. Alors, le premier de la série a eu lieu en mars dernier sur les solutions fondées sur la nature. Il avait réuni 110 participants. Il avait permis de faire rencontrer des membres et des experts du réseau francophone, notamment ceux qui n'avaient pas eu la chance, compte tenu du contexte de pandémie, de pouvoir voyager les derniers mois, et d'informer sur le standard mondial de l'UICN à travers des expériences, des présentations concrètes et la mise en œuvre des SFN. Chaque webinaire est pensé par le comité directeur du réseau francophone, qui est composé de membres de l'UICN, aujourd'hui du Bénin, du Sénégal, du Cambodge, du Cameroun, du Burkina Faso, du Burundi, du Cap-Vert, qui nous rejoignent d'ailleurs, qui sont également en réunion sur les océans aujourd'hui, de la Guinée-Bissau, du Sénégal évidemment, se trouve le bureau de l'UICN Afrique, du Mali, du Congo, et puis avec des partenariats dans l'ensemble des autres pays francophones comme le Canada et la Belgique. Donc ce premier webinaire avait permis d'initier des pistes, et l'idée c'est de pouvoir aujourd'hui travailler sur la question internationale de l'océan, qui est un sujet important pour l'UICN, de réunir l'ensemble de nos experts sur la préservation des océans et de faire en sorte que nous puissions échanger aujourd'hui sur 4 principaux sujets qui sont portés par l'UICN, celui de la haute mer, celui de la lutte contre la pollution plastique, celui des aires marines protégées, puis évidemment la planification maritime, tous ces sujets qui ont été débattus les dernières années pour préparer le congrès mondial. En introduction, je vais partager cette tribune virtuelle avec 2 amis qui sont ici présents. Aliou Fail, qui est directeur pour l'Afrique de l'UICN et qui a la gentillesse d'être présent aujourd'hui malgré son agenda chargé. Nous aurions dû aussi accueillir Mamadou Diallo, mais qui a été retenu par un décès familial, qui est le président de l'UICN au Sénégal et qui copartage cette animation du réseau francophone. Et puis nous aurons également pour cette introduction la présence d'Apollinaire Lio, qui est président de l'ONG Bénin GRAB Bénin, membre de l'UICN et également membre de ce comité d'animation de la francophonie. Nous avons un agenda ensuite qui permettra de couvrir l'ensemble des thématiques portées par l'UICN, avec d'abord une introduction générale sur les 30 recommandations océans votées au Congrès, présentées par Sébastien Moncor, directeur du comité français de l'UICN, puis 4 présentations thématiques sur les 4 sujets principaux: la haute mer, avec Aurélie Spadone de l'équipe Océan de l'UICN international, qui reviendra sur les négociations BBNJ, la lutte contre la pollution plastique avec Lucille Courtial, secrétaire exécutive de l'association BIMED, les AMP et les objectifs de conservation marine du Canada avec Manon Larocque, directrice générale de l'initiative des programmes stratégiques de pêche et océan du gouvernement du Canada, et puis la planification maritime et la conciliation entre protection et développement avec Frédéric Herpès, qui est
membre éminent du comité français de l'UICN et expert de la question des océans. Je vous propose de laisser la parole à Aliou Faye, qui va resituer également ces enjeux, et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Aliou, la parole est à toi. Vous m'entendez maintenant? Parfaitement. Bonjour, bonjour les participants. C'est avec un très grand plaisir que je participe à ce webinaire, en commençant par saluer de manière très objective l'initiative du réseau francophone de l'UICN. En soi, c'est une organisation pour laquelle nous sommes tous fiers. C'est une organisation pour les raisons que vous savez, un réseau dans lequel nous nous retrouvons tous, et très bien. Et aussi, c'est un réseau à travers lequel, pour les raisons liées à la langue, à l'aisance que nous avons en s'exprimant dedans, c'est une manière pour nous, les francophones, de participer de manière beaucoup plus accrue, de manière beaucoup plus significative à la réalisation de la mission de l'UICN d'une manière générale. La thématique d'aujourd'hui aussi, pour ce deuxième webinaire, est une thématique qui se trouve au cœur de l'action de l'UICN. Je dois dire notre organisation tous ensemble, parce que c'est vous qui l'animez plus que quiconque, de manière vraiment remarquable. Donc, ça se trouve au cœur de l'action. Et c'est d'autant plus opportun de l'organiser qu'il y a juste 3 jours, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de l'environnement. Il y a une semaine, l'UNEP, le programme des Nations Unies pour l'environnement, UN Environnement, a organisé à Dakar une importante réunion sur les plastiques dans le cadre des océans, la pollution plastique dans les océans. Et nous avons au niveau de l'UICN, que ce soit au niveau de la région Afrique centrale et occidentale que je dirige ou d'autres régions, beaucoup d'initiatives sur le plastique, beaucoup d'initiatives sur les océans. Même ici, au niveau de l'Afrique, notre plus grand programme thématique est le programme marin côtier qui touche les océans. Donc, tout ce qui touche les océans est au cœur de l'action de l'UICN et vous avez bien fait de choisir ce thème qui est un thème extrêmement important. Les océans pour la biodiversité qu'ils abritent, les océans pour leur contribution à la vie d'une manière générale. Je ne sais pas ce que nous serions sans les océans et toutes les ressources qu'ils procurent, mais également, nous sommes dans un contexte où nous avons l'obligation de nous arrêter un peu, de réfléchir comment revoir, comment repenser notre façon de gérer, notre façon d'exploiter les océans et les ressources qu'ils abritent pour le développement durable, pour le bien-être de l'humanité d'une manière générale. Je dois donc dire que c'est un webinaire qui est extrêmement important et je félicite tous les participants. Je remercie l'ensemble des participants. Je vois que le nombre s'accroît de minute en minute à travers le monde et à travers l'Afrique, à travers l'Europe. Tous ceux qui suivent ce webinaire, je leur souhaite la bienvenue et vous dire combien l'UICN, en tout cas, tient compte, donne de l'importance, accorde du crédit à vos réflexions et aux résultats qui s'en sortent. Donc, voilà quelques mots que je voulais dire. Et puis, merci. C'est avec intérêt que je vais suivre. Et à chaque fois qu'il y a une question pour laquelle je peux apporter une clarification, je le ferai. Et après la réunion, les réflexions, les résultats, les recommandations et les conclusions auxquelles nous aboutirons, nous allons tous les prendre en charge pour en faire ce que nous pourrons pour les mettre en œuvre. Merci à tous. Et merci Aliou, et puis bravo aussi au Sénégal d'avoir organisé le Forum de l'eau avec autant de succès il y a tout juste quelques semaines. Je propose qu'on laisse Sébastien Moncor, qui est directeur du comité français de l'UICN, rappeler et réintroduire les enjeux du congrès, qui était l'océan était au cœur de nos débats. Sébastien, la parole est à toi.
Merci beaucoup, Maud, et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aussi nombreux pour ce webinaire dédié aux océans. Donc, en introduction, je voulais vous proposer juste un petit retour en arrière sur l'événement qui a marqué l'année 2021, donc le Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille, qui s'est tenu en septembre. À cette occasion, vous le savez, le Congrès mondial, donc les membres de l'UICN, adoptent toute une série de recommandations et 30 concernaient directement les océans et permet, quand on les regarde, d'avoir un panorama des principaux enjeux. Donc, les océans étaient déjà l'un des parmi les 7 thèmes clés du Congrès mondial, donc avec toute une thématique autour de la restauration de la santé des océans. Et quand on regarde les 30 recommandations, on peut les regrouper en 9 principaux enjeux. Donc, ils montrent les défis auxquels nous sommes confrontés dans la protection des océans. Donc, des premières recommandations qui concernent la lutte contre les pollutions. On vient d'en parler, notamment la pollution plastique, mais aussi la pollution chimique, la pollution sonore, la pollution des eaux usées des navires et la pollution engendrée par les fuites d'hydrocarbures de navires échoués. Nous avions aussi plusieurs recommandations qui traitaient des impacts de la pêche, à la fois pour limiter, combattre la surpêche, agir pour une pêche beaucoup plus durable, limiter les impacts en particulier de la pêche industrielle, de l'utilisation des DCP, donc c'est les dispositifs de concentration des poissons, agir davantage pour limiter, voire supprimer les captures accidentelles de certaines espèces, en particulier les mammifères marins et les tortues marines, et la question de la compatibilité avec les AMP et notamment la pêche industrielle. Voilà, pour rappeler que la pêche industrielle qui n'est pas compatible avec les objectifs de conservation des aires protégées n'ont pas leur place dans les aires marines protégées. Une recommandation traitait également des impacts de l'aquaculture non durable, et pour progresser vers la voie d'une aquaculture plus durable, reconnaître davantage les savoirs traditionnels des communautés locales et autochtones pour inspirer justement des pratiques, une évolution des pratiques vers une aquaculture plus durable. Des recommandations sur les impacts de l'exploitation minière, notamment une recommandation qui a eu beaucoup de retentissement, ce qui est l'appel de l'UICN à un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, et une autre recommandation appelant à une gestion beaucoup plus raisonnable et limitée de l'exploitation du sable, que ce soit dans les milieux terrestres, mais aussi dans les milieux côtiers et marins, le sable étant la deuxième ressource naturelle la plus exploitée dans le monde et en constante augmentation. Des recommandations pour lutter contre l'impact des changements climatiques en appelant évidemment à une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, à développer les solutions fondées sur la nature, donc y compris dans les milieux marins et côtiers, et reconnaître et travailler pour une meilleure protection et résilience des écosystèmes qui, comme vous le savez, jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial. Autre série de recommandations. Plusieurs traitent de la protection directe d'espèces marines, donc appelant par exemple à la meilleure protection des poissons des récifs coralliens, une meilleure protection des mammifères marins, de tous les poissons de la famille des raies, des hippocampes, syngnathes, dragons de mer, et une recommandation spéciale pour une espèce particulièrement menacée qui est le marsouin aptère de la mer Jaune. Plusieurs recommandations pour évidemment déployer davantage d'efforts pour la conservation et la restauration des écosystèmes marins, une qui traite en particulier des efforts à faire pour garantir l'intégrité écologique de ces écosystèmes, la contribution de l'UICN et de ses membres à la décennie de l'ONU sur les écosystèmes marins, avoir œuvré pour des paysages marins fonctionnels, et une recommandation qui traite en particulier de la protection, la nécessaire protection des récifs coralliens qui sont particulièrement en danger aujourd'hui. Des recommandations évidemment sur le développement du réseau des aires marines protégées, avec, vous le savez, cet appel et ce soutien de l'UICN à ce qu'au moins 30% des océans soient couverts
d'aires marines protégées d'ici à 2030. Donc, c'est un objectif qui est en train d'être négocié dans le cadre du futur cadre d'action post-2020 de la Convention sur la diversité biologique, et appeler à ce qu'on n'accroisse pas simplement la superficie, mais que aussi ces aires marines soient efficacement gérées et soient connectées entre elles. Une recommandation sur la planification des activités en mer pour une meilleure protection des espaces maritimes. Et enfin, une recommandation appelant à la protection de la haute mer et notamment à l'adoption rapide, mais avec un contenu ambitieux, et Aurélie Spadone va nous en parler, du traité international sur la protection de la haute mer. Donc, vous voyez plusieurs thématiques qui donnent un panorama des enjeux auquel est confronté l'océan actuel, et nous en avons sélectionné plusieurs qui vont faire maintenant l'objet d'interventions thématiques pour savoir où on en est concrètement sur ces enjeux et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette année 2022, dont on espère qu'elle soit l'année des océans. Merci à tous. Merci Sébastien. Excellente transition vers Aurélie Spadone, donc Aurélie Spadone de l'équipe Océan de l'UICN. Donc la réponse que nous attendons tous, où en est-on de l'adoption du traité international et de la motion 128? Merci beaucoup et merci Sébastien pour cette transition. Alors, donc, je vais vous parler de l'état des lieux de ce traité international sur la biodiversité en haute mer, aussi connu sous le terme BBNJ, et en lien avec la résolution 128 de l'UICN qui a été adoptée à Marseille, comme l'a mentionné Sébastien. Donc, cette conférence intergouvernementale donc, a été lancée suite à une décision de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2017 pour développer un instrument international juridiquement contraignant sous la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, donc aussi nommée Convention de Montego Bay, et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones au-delà des juridictions nationales. Donc, j'insiste un peu donc voilà, sur le fait que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982 n'avait pas vu tous les enjeux liés à la protection de la biodiversité. Et c'est pourquoi ça fait probablement 15 ans qu'on discute de ces questions et qu'il y a eu tout un processus à travers les Nations unies en passant par un groupe de travail, un comité préparatoire et enfin la décision de lancer cette conférence intergouvernementale. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, les négociations se concentrent sur les questions qui ont été retenues par l'Assemblée générale des Nations unies de 2011 au lancement du comité préparatoire de BBNJ et qui se sont mis d'accord sur 4 éléments, ce qu'on appelle le package deal, donc qui comprennent les ressources génétiques marines, y compris celles liées au partage des avantages, les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, les études d'impact sur l'environnement, ainsi que le renforcement des capacités et le transfert des techniques marines. Donc, c'est vraiment sur ces 4 éléments que se sont portées toutes les négociations qui ont été lancées depuis 2018 après la décision de l'Assemblée générale des Nations unies. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, donc on a eu donc une résolution, c'est la résolution 128 adoptée au Congrès mondial de la nature à Marseille. Donc, je vous ai mis pour le fun les résultats des votes en fait sur cette motion 126 qui est devenue la résolution 128 depuis son adoption, avec une très large majorité qui soutenait cette résolution. Et donc, vraiment, c'est pour agir pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les océans hors juridiction nationale. Donc, ça porte vraiment sur l'enjeu autour de BBNJ. Suivant, s'il vous plaît. Donc, je vous ai sélectionné des passages choisis de la résolution de l'UICN que vous pouvez bien sûr retrouver en ligne. Et puis, donc, voilà, donc
ce que j'ai trouvé important, donc vraiment, c'est voilà, en notant que les aires marines hautement protégées et les études préalables d'impact sur l'environnement sont des outils essentiels pour la sauvegarde de la biodiversité marine, mais que en ce moment, il y a très peu de l'océan qui est hors juridiction nationale, qui est hautement protégé. Et puis, le fait aussi qu'il n'y avait pas de critères uniformes pour la réalisation des études d'impact, je pense que c'était aussi ce qui a vraiment motivé cette résolution de l'IUCN. Donc, comme l'a dit Sébastien, la résolution vraiment exhorte les États à conclure rapidement la négociation d'un nouvel instrument et s'assurer qu'il soit ambitieux. Donc, sous la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La résolution mentionnait le plus tôt possible en mars 2022. Donc, en mars 2022, c'était la 4e séance de fond de la conférence intergouvernementale. On l'a déjà dépassé puisqu'on a une 5e séance prévue. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc là, c'est la suite de la résolution. Je vais pas m'attarder trop, mais j'ai surligné en gras les mots-clés qui me paraissaient vraiment très importants, comme un réseau écologiquement représentatif et puis bien connecté et bien géré. C'est ce qu'a dit Sébastien aussi. L'acquisition de données scientifiques, des évaluations environnementales stratégiques, qui sont aussi un des éléments qui est discuté à travers les négociations sur les différents éléments du package deal. Et puis, bien sûr, cet aspect de renforcement des capacités et transfert de techniques marines pour un partage juste et équitable. Donc voilà où en sont les négociations. Donc, comme je vous le disais, IGC4 s'est tenue au mois de mars. La 5e séance de fond est prévue du 15 au 26 août de cette année, donc à New York, dans très peu de temps. On est très occupés, vous pouvez me croire. Il y a à peine une semaine, la présidente de la conférence intergouvernementale, BBNJ, a fourni une version révisée du texte du traité suite aux discussions de la 4e séance. Et donc, ça va permettre aux négociateurs et aux experts de travailler sur et de préparer cette 5e séance pour qu'elle soit, si possible, la dernière sur le fond. On se doute qu'il y aura probablement une 6e séance pour les aspects de signature, d'adoption, de ratification, mais ça pourra être hébergé par un pays, ce ne sera pas forcément à New York, donc sous les auspices des Nations Unies. Donc voilà, c'est vraiment, on place beaucoup d'espoir dans le fait que on va achever les négociations sur le fond au mois d'août à New York. Donc la slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous faire un tout petit tour sur les travaux intersessionnels de l'UICN Océan et des commissions, nos experts qui travaillent avec nous dans la commission World Commission on Environmental Law et puis la WCPA. Donc, on a développé des briefings à l'intention des négociateurs sur les articles du texte spécifiques. Donc, on a fait ça pour IGC4 et on va le faire la même chose au mois d'août pour vraiment les aider et leur donner des éléments de langage de texte pour appuyer des propositions et faire avancer des négociations. Ça, c'est quelque chose de très concret. Donc, en juin 2022, donc maintenant, on est en train de travailler sur le commentaire de l'IUCN sur le nouveau texte qui a été fourni par la présidente, que je viens de mentionner. Donc, ça va être quelque chose d'un effort collectif et consolidé et mis à la disposition des négociateurs également. On avait fait en 2020 et avant la pandémie, au début de la pandémie, et cette année, on continue à faire une BBNJ Knowledge Series avec des webinaires qui sont enregistrés et qu'on peut revoir à l'envie. Je vous ai mis un lien ici qui est notre page dédiée à BBNJ et à IGC4 sur notre site web où vous trouvez vraiment tous les documents, et y compris les briefings pour les négociateurs et tout ce qu'on a fourni comme matériel en soutien à ces négociations.
je vous cite, je ne pouvais pas tout mettre parce que ça aurait débordé du slide, mais par exemple, la semaine prochaine, on organise un webinaire, on co-organise un webinaire sur les Marine Genetic Resources avec la Commission européenne. On soutient aussi la haute High Ambition Coalition on BBNG. On espère que de plus en plus d'États vont rejoindre cette haute coalition et on va pousser dans ce sens dans nos discussions bilatérales à UNOC, à la conférence sur les océans des Nations Unies à Lisbonne à la fin du mois. Je voudrais, pour finir, et je n'ai pas d'œil sur la montre, donc j'espère que je ne suis pas trop longue, mentionner rapidement l'atelier ABMTs in ABNG qu'on a tenu au mois de décembre de l'année dernière et les messages clés qui portent vraiment sur les outils de gestion par zone dans des zones au-delà des juridictions, y compris les aires marines protégées. Je crois que c'est vraiment sur ce volet-là que l'UICN et le comité français de l'UICN ont vraiment le plus de choses à dire, même si on est capable avec les experts d'avoir des inputs sur le texte, sur les quatre éléments du package utile. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, je vais pas vous le présenter, mais je partagerai la référence avec vous. Ça se trouve également sur le lien qui était justement sur notre site web. Donc c'est ces messages clés qui sont voilà pour soutenir la bonne marche et la bonne conclusion de ces négociations, qui sont les messages clés du workshop qu'on a tenu en décembre. Slide suivante. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là et je reste à votre disposition pour plus de questions sur le sujet. Merci. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation très exhaustive. Je vous propose maintenant que nous allions du côté de la Méditerranée avec la docteure Lucile Courcial, qui est biologiste marine spécialisée dans les relations entre les organismes et l'environnement et qui est surtout secrétaire exécutif de l'association BIMED, qui vise à endiguer la pollution plastique en mer Méditerranée. Lucile, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de la pollution plastique, puisque comme vous le savez très certainement, lors de la dernière Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, a été adopté le fait d'établir un accord international qui soit juridiquement contraignant sur ces questions de la pollution plastique. Et avant cela, lors du Congrès mondial de l'IUCN, la motion 19 avait été adoptée sur finalement donner des directives ou en tout cas des recommandations pour ce traité, avec notamment avoir une approche plutôt d'économie circulaire qui prenne en compte l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des impacts environnementaux que peuvent avoir les plastiques sur l'environnement. Et puis, travailler en particulier sur les plastiques non nécessaires, en réduisant leur utilisation, et puis avoir une gestion plus responsable des déchets, notamment en investissement dans les systèmes de collecte. Donc, on est vraiment sur agir en prévention avant que les déchets arrivent en mer. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est essayer d'illustrer comment nous, dans le cadre de l'association BIMED, on essaye de répondre, en tout cas de suivre ces différentes recommandations. Donc, pour commencer, un petit aperçu de ce que nous sommes. Donc, c'est une association qui a été fondée en fait par 5 partenaires différents qui ont décidé d'unir leurs forces. Donc la Fondation Prince Albert II de Monaco, Surfrider Foundation Europe, l'IUCN, la Fondation Tara Océan et la Fondation MAVA. Et l'objectif était vraiment de lutter contre cette pollution dans le bassin méditerranéen en soutenant cette lutte financièrement, en essayant de faciliter les échanges, le partage d'expériences et de bonnes pratiques au sein des différents acteurs qui agissent sur ce sujet-là en Méditerranée. Et puis d'accompagner les entreprises qui ont aussi un rôle important à jouer vers la réduction de leur impact plastique et la mise sur le marché de ces plastiques. Pour commencer, si vous pouvez aller sur la slide suivante,
Le premier axe d'action de BIMED, c'est vraiment ce soutien financier, donc à travers différents appels à projets qui ont lieu chaque année des organisations. Et là, on retrouve dans les objectifs des projets qu'on soutient, on en est aujourd'hui à 89 projets dans 15 pays différents, on retrouve un petit peu les recommandations qui avaient pu être adoptées dans la motion 19 en agissant à la source du problème, en essayant d'agir en amont, avant qu'il arrive en mer. Donc, réduire et proposer des alternatives, réduire son utilisation évidemment, sensibiliser pour essayer de perpétuer les bons gestes, améliorer la gestion des déchets, rechercher collecter les données pour comprendre où sont les sources de pollution et du coup agir spécifiquement à ces endroits-là, conseiller et accompagner la mise en place de réglementations et puis mobiliser les acteurs pour essayer d'embarquer un maximum d'acteurs différents sur ces questions-là. Et si vous pouvez aller sur la slide suivante, pour illustrer quelques exemples de ces projets, vous avez donc par exemple un projet au Maroc qu'on soutient cette année qui vise à traiter mieux les déchets issus de l'agriculture, donc voir ceux qu'il est possible de réutiliser et pour ceux qui sont jetés, voir comment mieux les traiter et éviter surtout qu'ils se retrouvent dans l'environnement. Un projet dans le sud de la France sur les îles d'Or qui vise à inciter les restaurants et les hôtels à utiliser des couverts en canne de Provence qui sont faits à partir des déchets issus de la production des hanches de hautbois. Et l'idée, c'est donc de les produire en local et surtout ensuite de gérer les déchets en local. Ils sont compostés localement. Un projet en Égypte qui essaie d'accompagner les pêcheurs à diminuer, à limiter les fuites dans l'environnement et notamment également à récupérer les déchets dans le Nil pour ensuite les traiter. Un projet en Tunisie qui vise à mettre en place le tri sélectif à la source, notamment à Tunis. Et puis un dernier exemple qui cette fois-ci s'adresse plutôt au secteur privé en Algérie où l'objectif est de travailler avec des startups qui, elles, proposent aussi des solutions toujours pour réduire notre consommation du plastique. Voilà en quelques exemples ce qui est fait. Et puis, slide suivante, voilà, ce qui est ressorti également des discussions lors du congrès mondial de l'IUCN, c'est d'essayer de travailler, de mettre en commun finalement l'expérience et l'expertise que chacun a. Et c'est ce qu'on essaye de faire au travers de ce réseau d'associations et d'organisations qu'on soutient. On essaye de les connecter, de faciliter le dialogue entre elles pour qu'elles puissent mettre en commun les ressources qu'elles peuvent utiliser, les outils, partager leur expérience, leur expertise également, mettre au service de leur expertise des autres organisations et bien entendu qu'ils s'apprennent des uns des autres. Donc on essaye au maximum de répondre à un besoin ce besoin vient d'une demande de leur part et on essaye de s'inspirer sur les communautés qui existent déjà, sur les réseaux qui existent déjà et de l'animation qui est faite pour essayer justement de faire vivre également cette communauté. Sur la slide suivante, le dernier axe de travail de BIMED, c'est avec les entreprises et le secteur privé. Donc ça, c'est un petit peu plus récent. Depuis début 2020, on a créé un collège d'entreprises qui réunit du coup plusieurs entreprises du bassin méditerranéen et qui couvrent différents maillons de la chaîne de valeur du plastique. Donc on est vraiment dans les approches qui sont recommandées par l'IUCN. Et l'objectif de ce collège, c'est d'accompagner les entreprises de façon à leur donner les clés, que ce soit sur des sujets importants, par exemple sur la réalité du recyclage ou les bioplastiques, etc. Leur donner les dernières informations pour qu'après, elles puissent prendre les bonnes décisions dans le cadre de leur stratégie interne, leur stratégie plastique, pour qu'elles puissent réduire justement leur impact. Et puis, on travaille aussi avec elles à mettre en place des solutions concrètes sur le terrain pour limiter la pollution du coup plastique et surtout limiter leur utilisation du plastique. On a un premier projet qui est actuellement en cours à Marseille, à l'hôtel intercontinental de Marseille, qui vise justement à réduire l'utilisation de ces plastiques à usage unique et proposer des alternatives qui soient meilleures pour l'environnement. Et je dirais la particularité de ce collège, c'est une collaboration entre différents types d'acteurs. Là aussi, on retrouve la volonté de réunir donc à la fois les entreprises, les ONG membres de BIMED que j'ai cité plus haut, et puis un comité d'experts, de scientifiques qui sont
spécialistes de différentes thématiques d'intérêt pour les entreprises et qui viennent donner aussi leurs connaissances, partager leurs connaissances et leur point de vue sur la table. On essaye, et c'est la slide suivante, ma dernière slide, on essaye au maximum justement de suivre des principes directeurs qui répondent, qui font vraiment écho à ceux qui ont été cités dans cette fameuse notion 19, avec l'objectif premier de réduire la pollution plastique, en particulier en ciblant les plastiques à usage unique qui ne sont pas forcément nécessaires, en s'interdisant les transferts d'impact, et ça, on met un point d'honneur à s'assurer systématiquement que les solutions qui sont proposées n'entraînent pas de transfert d'impact, en respectant également la hiérarchie des déchets, en privilégiant la réduction, la réutilisation avant le recyclage ou l'incinération. Et puis, ça concerne plus particulièrement le collège, agir pour le bassin méditerranéen, questionner le modèle actuel, essayer de challenger les entreprises pour qu'ils remettent un petit peu en question les choses qui sont faites actuellement et qui changent peut-être un peu d'état d'esprit, se donner évidemment les moyens des ambitions du collège et surtout profiter de la force du collectif à la fois au niveau de la chaîne de valeur du plastique, mais aussi en profitant de l'expertise des scientifiques et des ONG membres. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu vous donner un aperçu de ce qu'on essaye de faire pour répondre à ces recommandations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lucille. Je vous propose, comme on est en format webinaire, que vous puissiez d'ores et déjà envoyer des questions ou des propositions d'intervention dans le chat. On pourra prendre en fin de présentation. J'imagine qu'il y aura un certain nombre de réactions, peut-être du côté de la Tunisie, du Liban, voilà, pour avoir été cité. Je vous propose de poser vos questions et on va se tourner vers Frédéric Herpès. Donc, Frédéric Herpès, c'est le président du groupe Mer et Littoral du Comité français, qui est un ancien groupe qui existe depuis 1996. Nous avons un comité qui organise des groupes de travail et des commissions à l'image de l'international, groupe de travail qui a participé notamment à la création de l'Agence des aires marines protégées françaises et qui travaille sur des stratégies. Frédéric lui-même est expert de haut niveau, a travaillé pour le Premier ministre sur la stratégie et le secrétariat général de la mer. Frédéric, la parole est à toi peut-être pour poursuivre sur ce débat sur développement et secteur privé. Merci. Merci Maude, bonjour à tous et enchanté d'être avec vous. Tout d'abord, je vais vous parler donc de la planification des espaces maritimes, travail qui a fait l'objet d'une motion qui a été adoptée, comme l'a précisé tout à l'heure Sébastien, lors du congrès mondial de l'UICN, travail que nous avions entamé en amont au moment du congrès national, et c'est quelque part une sorte des livrables du GT Mer et Littoral, et je profite de cette occasion pour saluer les membres du GT qui participent et qui nous écoutent par rapport à ça. Alors, quand on parle de planification des espaces maritimes, et ça fait le lien avec ce qui a été présenté tout à l'heure sur la notion BBNJ, c'est une prise de conscience des enjeux qui sont associés à ces espaces. Alors la BBNJ, on est sur la haute mer, on est sur les espaces qui sont font pleinement partie de l'espace international et vraiment une notion de bien commun. La planification des espaces maritimes, ça se rapproche plus des espaces sous juridiction nationale. Et donc, sur la base de cette croissance des activités, des enjeux qui sont associés, cette prise de conscience de la sensibilité des systèmes, de la santé des écosystèmes marins et de toutes les perspectives de développement qui peuvent être associées, que ce soit l'activité historique, la pêche, telle qu'elle a pu être citée, mais aussi les nouvelles activités qui peuvent exister, les énergies marines renouvelables en font partie, nous est paru important lors de nos travaux et de porter au Congrès mondial une motion sur la planification. Alors, cette motion a vocation à essayer d'embrasser au maximum des principes qui sont communément partagés au niveau terrestre, mais je ne souhaite pas faire un réplica des objectifs, des approches terrestres sur maritime, parce que maritime a vraiment ses spécificités. Dans tous les cas, bien prendre conscience et faire rappeler que les activités maritimes ont des impacts indirects et directs sur le milieu, et notamment sur le capital naturel, que le capital naturel maritime et littoral fait aussi l'objet de pressions extrêmement fortes, également des activités terrestres.
On parlera de la pêche, on peut parler de l'aquaculture, on parlait juste à l'instant de la pollution plastique. La pollution plastique n'est malheureusement et principalement que la conséquence de nos pollutions terrestres. Alors, pour la planification, il nous est paru important de rappeler qu'il fallait s'engager et poursuivre les démarches. C'est déjà des démarches qui sont déjà initiées au niveau international. L'UNESCO y travaille, notamment par la COI. L'Union européenne a elle-même décidé à édicter une directive en 2014 qui impose aux États membres, alors bien évidemment, tout notre auditoire ne sont pas que des États membres, mais bon, c'est une volonté, on ne peut pas ne pas parler de directive européenne sur ce sujet-là, de doter, d'imposer à l'ensemble de nos États membres de se créer des planifications, alors bien évidemment, d'une manière différenciée en fonction des enjeux nationaux. Capitalisant bien évidemment sur quelque chose qu'on connaissait déjà, hein, qui est la gestion intégrée des zones côtières, dans lequel qui se focalisait quand même sur la bande littorale. Dans tous les cas, donc en rappelant ces enjeux-là et sur les dynamiques portées notamment par la directive européenne, ces déclinaisons nationales, pour les participants français, et je pense qu'il y en a dans la salle qui reconnaîtront les documents stratégiques de façade ou les documents de bassin ultramarins en tant que tels, ils font partie de la réponse de la France à ces directives européennes et qui constituent la planification. Alors on est pour, on est contre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. La Commission l'a reconnu il y a encore peu de temps à travers une évaluation qu'elle a pu porter sur l'ensemble des travaux qui ont été portés par les États membres. Donc, fort de ce constat, de ces dynamiques, nous avons donc tenu à rappeler, lors de cette motion qui a été adoptée au Congrès mondial, la nécessité d'avoir réellement une démarche prospective de la planification des espaces maritimes qui soit à la fois garante de la préservation et de la protection à long terme des écosystèmes, mais également de la restauration de la connectivité naturelle. Donc là, on revient à ce que disait tout à l'heure, ce qu'évoquait également Sébastien, sur le besoin de développement des aires marines protégées, d'interconnexion, donc intégrer ces enjeux-là, une démarche prospective en tant que telle, qui associe l'ensemble des populations et par toutes les parties prenantes dans l'élaboration, dans l'évaluation et dans sa révision, pas qu'au niveau central, mais aussi plus proche du territoire. Je pense que la planification doit avoir, et est important qu'il y ait une résonance au plus proche des territoires, au plus proche de nos côtes, pour impliquer l'ensemble des acteurs et des parties prenantes dans cette approche. Généralement et précisément à travers une approche qui se veut stratégique et emboîtée, du local au régional au sens où on parle des régions marines, qui intègre l'ensemble des impacts cumulés de toutes les activités, et pas seulement celles qui sont soumises à autorisation. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, mais aussi donc l'ensemble des activités, des impacts, mais aussi de leur cumul, parce qu'il y a quand même un problème de soutenabilité à la fin du milieu, et donc la planification, elle doit aider dans ce sens-là à travers cette prise en compte de l'ensemble. Et alors, pour ça, il avait été demandé dans la motion, et agréé par l'ensemble des parties prenantes, de travailler sur une démarche qui assure un diagnostic systématique de la connaissance de la biodiversité. On ne peut pas bien planifier sans bien connaître. Alors, bien évidemment, l'exhaustivité de la connaissance est un puits sans fond, je dirais, mais il faut quand même avoir un diagnostic systématique qui permette de tirer des conclusions sur le politique, de caractériser l'ensemble des pressions de toutes les activités, et puis après, donc, de définir et de mettre en place une gestion efficace des réseaux d'aires marines protégées. Ça a été évoqué tout à l'heure par Sébastien. Et puis, bien évidemment, à s'assurer à l'évaluation partagée avec le public sur l'ensemble de ces actions, alors à la fois sur les impacts cumulés, sur les potentiels de développement de toutes les activités maritimes et littorales actuelles et futures. Je dirais, on se projette dans le futur. Je dirais, on ne pourra définir et soutenir une approche durable de développement équilibré des activités que par une pleine connaissance des conséquences de ces avenirs, de cette démarche prospective en tant que telle. Alors, ce travail est un travail de longue haleine, je dirais, qui engage l'ensemble des États en termes de mise en œuvre. Donc là, c'est vraiment un processus long. Alors, on a eu des
des stimuli, qui sont les stimuli européens, les stimuli qui peuvent être celles des conventions de mer régionales, et les stimuli qui peuvent être aussi liés aux politiques nationales qui décident de s'engager dans l'économie bleue, et donc sur lesquelles il est important que la planification soit pleinement intégrée comme un outil qui permette d'atteindre ces objectifs de développement durable. Là, on retombe clairement sur les ODD. Alors, ces éléments-là ont été évoqués à Marseille, ils ont été aussi portés lors du One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest. Je pense que ces éléments-là seront aussi rapportés et à nouveau échangés lors de Lisbonne, parce que finalement, tout est lié, c'est dans un processus, on n'a pas que c'est un ensemble d'événements qui viennent à aller vers celle-ci. Et je n'ai quand même à partager ma satisfaction que nous ayons pu porter cette motion, qu'elle ait pu être adoptée et qu'elle contribue, du moins qu'elle vise à contribuer, comme évoqué, à faire en sorte que 2021 et 2022 et les années qui suivent soient aussi des années sur lesquelles l'océan sera pleinement considéré, et parce que là, c'est vraiment notre avenir, comme ça a déjà été évoqué par l'ensemble des participants précédents. Je vous remercie. Merci, merci Frédéric. Je vous propose peut-être, pour reprendre un de tes termes, on ne peut pas planifier sans bien connaître, de poser la question sur l'importance des aires marines protégées à Manon Larocque. Donc Manon Larocque est directrice générale des initiatives des programmes stratégiques pêche et océan auprès du gouvernement du Canada, et qui va nous parler en particulier d'Impact 5, ce programme qui adopte une approche collaborative en matière de préservation et de conservation des océans. Manon, la parole est à vous. Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui dans ce webinaire. Effectivement, on m'a demandé de donner un survol du congrès Impact 5 qui se tiendra en février à Vancouver. Et d'abord, je vous dirais, on peut passer à la prochaine slide. Je vous dirais que le Canada était très, très heureux d'être choisi comme pays hôte pour ce 5e congrès, qui se tient notamment tous les 4 ans avec l'IUCN. Donc, je suis sûre que vous en êtes déjà familiers. Et pour nous, c'est vraiment une belle occasion de réunir les experts au niveau de la conservation marine et des aires marines protégées pour travailler ensemble, élaborer la qui nous mènera vers l'objectif de protection de donc, pour nous aussi, évidemment, le Canada a une dynamique particulière avec trois océans et une collaboration étroite avec nos Premières Nations. Et donc, si on peut passer à la prochaine slide, ce que j'ajouterais, c'est qu'en fait, organisons conjointement avec les Premières Nations canadiennes ce congrès entre l'IUCN et CPAS. Bon, le nom m'échappe, je m'excuse, mais CPAS, une société canadienne qui est sur de conservation marine, des parcs, etc. Le congrès lui-même se tiendra du 3 au 9 février. En fait, aujourd'hui même, le 8 juin, Journée mondiale pour les océans, nous lançons l'inscription en ligne pour le congrès. Et la dernière journée du congrès sera en fait un événement un forum sur le leadership qui, je vais en parler dans quelques minutes, mais qui va inviter les leaders globalement qui sont investis dans la protection et conservation marine à venir discuter dans un forum pour adresser les questions je vais vous dire politiques, pour essayer d'identifier les enjeux que l'on souhaite mettre de l'avant pour faire avancer et progresser les aires marines protégées. Prochaine slide. Donc, à ce point-ci, nous avons travaillé très étroitement avec un comité consultatif externe sur lequel siège l'IUCN, en fait, pour identifier les trois volets principaux qui sont un cadre pour le congrès lui-même. Et vous les avez ici dans le carré bleu: le leadership des peuples autochtones, la voix des jeunes professionnels, l'innovation et le changement transformationnel. Donc, ce sont 3 lentilles qu'on a appliquées sur toute l'évaluation des propositions reçues. Et vous noterez au bas qu'on a reçu au-delà de 700 propositions de 78 pays. À ce point-ci, nous avons effectué le travail pour
réduire la quantité de propositions et sélectionner les 400 quelques conférenciers qui seront invités à participer au congrès. Nous pensons attirer environ 3000 participants et auront une participation virtuelle aussi. Et bon, on a passé peut-être un peu vite, mais sur les bulles blanches, sur l'acétate précédente, c'était en fait les 5 thèmes principaux du congrès. Prochaine slide. Le forum sur le leadership se tiendra la dernière journée, comme mentionné, et ça se veut un forum politique de haut niveau pour discuter des occasions actuelles dans le domaine de la conservation. Ce que vous voyez au bas à gauche, c'est un peu un petit diagramme qui vous indique qui sont les principaux acteurs que nous souhaitons avoir autour de la table. Le forum sera sur invitation seulement. Nous pensons inviter 20 à 25 leaders qui pourront discuter et avoir un dialogue concret pour faire avancer les objectifs de conservation et possiblement avoir une participation en auditoire aussi. Des gens qui pourront être plus en mode observation, écoute et poser quelques questions aux leaders. C'est une opportunité pour nous de partager les leçons apprises, de puiser dans l'expérience globale au niveau de la conservation marine pour en tirer les meilleures informations qui peuvent s'appliquer autant sur les enjeux domestiques au Canada que globalement. Et pour nous, c'est très important qu'on inclue toutes les parties prenantes. Pour bien réussir en conservation marine, il faut réaliser qu'il n'y a pas un groupe par lui-même qui peut réussir. C'est un effort collectif. Et donc, nous souhaitons avoir un dialogue très ouvert et, pardon, l'anglicisme est forward-looking, donc tourné vers l'avenir. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, pour le forum sur le leadership, on va débuter avec une réception en soirée le 8, suivie d'une journée complète de discussion. Et en ce moment, en fait, on rencontre demain notre comité aviseur externe pour présenter 4 sujets qui ont été mis de l'avant. Et je peux les nommer là, rapidement ici, mais ils sont encore sous discussion, donc ils pourraient changer. Il n'y a rien encore qui est définitif. Mais nous regardons la thématique de les modèles de financement, les mesures de protection efficaces, le leadership par les Premières Nations et la collaboration multilatérale dans le domaine de la conservation marine. Prochaine slide. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Cathy Graham, conservation marine, qui sera en fait à Lisbonne avec certains d'entre vous à la fin du mois. Cathy? Merci Manon. Alors, bonjour à vous tous et joyeuse journée comme les autres pays sur la planète. Mais nous sommes fort heureux d'avoir un gouvernement qui est vraiment investi et dédié au progrès afin d'atteindre les cibles. En effet, depuis l'arrivée de notre gouvernement, nous avons réussi à surpasser le mandat de 10 %. Nous sommes presque à 14 % et même qu'aujourd'hui, nous anticipons des annonces au niveau de notre ministre pour continuer à démontrer un progrès très tangible vers atteindre l'objectif de 25 %. Alors, si on peut aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. En effet, cette diapo fait juste une représentation visuelle de l'état présent qui nous a rendu jusqu'à 13,9 %. Comme Manon a soulevé, on a beaucoup d'océans qui entourent le pays du Canada et alors le dialogue et la collaboration avec les provinces, territoires, les peuples autochtones de Premières Nations et aussi les communautés inuites jouent un rôle très important dans l'avancement des objectifs de conservation. Et nous avons aussi eu, lors du dernier budget en 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement historique dans notre programme. En effet, 976,8 millions, presque 1 billion de dollars ont été investis afin de nous aider, de nous épauler à atteindre les objectifs de 25 %. Et la stratégie, en effet, que nous avons en place va viser à la création de des nouveaux sites
de conservation pan-canadienne, aussi de s'assurer une gestion efficace de tous les sites que nous avons déjà en place, ainsi que s'assurer une forte collaboration avec tous nos partenaires et aussi de faire l'avancement, comme votre collègue, M. Herpez, a noté l'importance de la planification spatiale marine, d'autres investissements pour nous à continuer à développer cette capacité au niveau du Canada, puis aussi de continuer à jouer un rôle clé au niveau international pour continuer à avancer et à épauler tous les acteurs avec l'objectif d'atteindre des cibles de 30%. Alors, les investissements, nous sommes au grand travail à continuer à faire avancer le portfolio et nous serons très heureux de rencontrer plusieurs d'entre vous lorsque nous serons à Lisbonne pour la conférence qui arrive sous peu. Alors, peut-être la prochaine diapo. Je ne sais pas s'il y a les gens qui ont des questions ou commentaires pour moi ou pour Manon, mais on serait heureuse de les recevoir. Merci. Et ça va nous permettre de passer vers le débat que nous allons co-animer avec Sébastien. Alors, il y a une première question de Joshua qui est au Bénin. Est-ce que la participation au forum reste encore ouverte pour les inscriptions? Oui, merci. Je viens tout juste de taper une petite réponse. Pour le forum sur le leadership, c'est un événement qui se tiendra sur invitation seulement. Toutefois, on procède présentement à l'identification des leaders que nous croyons pouvant avoir un impact sur les 4 sujets que j'ai nommés. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les transmettre par courriel. Pour ce qui est du congrès, donc 5 jours de congrès au préalable basés sur les 3 volets, 5 thèmes identifiés sur une des diapos. En fait, c'est ouvert dès aujourd'hui. J'ai aussi inclus le site web de Impact 5, qui est impact5.ca pour ceux qui veulent trouver le lien vers l'inscription. Merci, merci beaucoup. Et je ne sais pas si cette réponse convient. Je crois qu'on a plusieurs questions. Alors, n'hésitez pas à les poser et je vais peut-être proposer à Faudia de la poser directement, de prendre la parole pour pouvoir poser cette question. Je pense que techniquement, on peut faire ça, Coralie. Non, peut-être pas. Faudia. Je ne pense pas, Maud, parce qu'elle. Non, on peut pas. Elles sont, je pense qu'il n'y a que ceux qui ont le lien Panelis qui peuvent intervenir. Voilà, mais on se fait les heureux relais de la question. Je peux la poser si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Fawzia Sharfi qui pose la question suivante. Est-ce que les herbiers sous-marins en Méditerranée sont considérés comme des écosystèmes prioritaires pour les préserver et surtout pour les restaurer? Est-ce que certains des panélistes ont la réponse, peut-être du côté de Frédéric ou de Lucille, voire d'Aurélie? Je ne sais pas si j'ai fondamentalement toute la réponse. Je sais que les axes sur la Posidonie en Méditerranée est un axe fort. Je n'ai pas en tête exactement s'il est inscrit sur les listes vertes de l'UICN en tant que tel, mais je pense que oui. Et il y a vraiment des axes très forts au niveau de l'UNEPMAP par rapport aux herbiers de Posidonie en tant que tel, pour pouvoir les protéger du fait à la fois de leur vocation en termes de structure nourricière, mais aussi sauf erreur, aussi par rapport aux enjeux liés au changement climatique. Tout à fait, ce sont des excellents puits de carbone. Et en tout cas, il y a des initiatives en France, notamment au parc national de Port-Cros, oui, pour restaurer et préserver les herbiers de Posidonie. Oui, Sébastien, on peut peut-être rajouter que la Posidonie est de toute façon une espèce classée. Enfin, la Posidonie et la Cymodocée, qui est une espèce voisine, sont classées en annexe A, et qu'il y a eu une forte avancée réglementaire par un renforcement de la réglementation de la préfecture maritime sur les mouillages
puisqu'aujourd'hui, les bateaux de plus de 28 mètres, je crois, ne peuvent plus mouiller en deçà de 40 mètres de profondeur de manière à limiter l'impact. Et qu'effectivement, les herbiers sont aujourd'hui non seulement référencés, notamment par le travail du groupe de GIS Posidonie, et qu'il y a effectivement de bonnes avancées là-dessus, et que son importance pour le carbone bleu est tout à fait déterminante aujourd'hui. Oui, donc oui, ce sont des zones d'intérêt prioritaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Patricia. Ce qui nous donne l'occasion d'accueillir Patricia Ricard qui fera la conclusion de ce webinaire. Peut-être une autre question sur le chat pour Frédéric. Sur les critères pour jauger et hiérarchiser les usagers dans le cadre de la planification des espaces maritimes. Une question non identifiée. Je ne sais pas si on peut jauger ou hiérarchiser les usagers dans le cadre de la planification. Alcali de Guinée, pardon, de Alcali du Guinée, voilà. Après, je dirais c'est à la discrétion des États. Nous, ce que nous recommandons par rapport à la planification, c'est que ça soit une gouvernance qui soit la plus ouverte possible pour pouvoir envisager et considérer l'ensemble des usages. La planification, c'est comme pour la gestion intégrée des zones côtières, on dit une logique qui se veut la plus ouverte possible, afin d'entendre l'ensemble des points de vue. Néanmoins, il faut être conscient de l'ensemble de ces avis, mais dans une logique où il y a un moment, il faudra bien tirer un arbitrage. Donc, il y a un consensus, mais il y a une décision qui sera derrière. Donc, il n'y a pas de fermeture. Je pense qu'il est important dans la planification d'entendre tous les points de vue, mais sachant qu'après, il faut bien considérer que tout n'est pas forcément entendable et qu'à la fin, il faut quand même penser à développement durable et préservation. C'est quand même en réponse à une vision. Donc, hiérarchiser, je ne pense pas qu'on puisse le faire. Ça ne peut pas avoir d'approche discriminatoire. Tout le monde a une démarche ouverte. Merci Frédéric. Est-ce que peut-être l'un ou l'autre des participants, des panélistes souhaite compléter ? Alors, je crois qu'on a d'autres questions sur le chat, du Bénin également. Quelles sont les opportunités pour accompagner les actions en faveur de la gestion rationnelle des aires marines protégées en prenant en compte les communautés locales ? Alors, qui veut se lancer ? Est-ce qu'Aurélie, vous voulez répondre ? Je crois qu'Aliou a levé la main. Ah, Aliou, parfait. Merci à toi, Aliou. Voilà, pour les aires marines protégées au Bénin, c'est une très bonne nouvelle d'abord. Ensuite, vous savez, les aires marines protégées, c'est une solution fondée sur la nature, très bien encouragée de nos jours et bien soutenue. En termes d'opportunités, maintenant, vous avez la possibilité d'adhérer à ce que l'on appelle le réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, qui est un vaste réseau RAMPAO qui aide les aires marines protégées, leurs gestionnaires surtout, à se faire connaître, à la mobilisation de ressources et à la collaboration. Ensuite, il y a certains projets et programmes dans la région. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, il y a ce que l'on appelle le programme régional de gestion des mangroves du Sénégal au Bénin, financé par l'Union européenne et que l'UICN coordonne, qui comporte en son sein ce qu'on appelle le fonds d'action, où des projets des ONG, des aires marines protégées par exemple, peuvent élaborer un petit programme et soumettre au financement. Et enfin, si vous gérez très bien votre aire marine protégée, vous pouvez entamer un processus de l'inscrire sur la liste verte de l'UICN qui ouvre d'autres possibilités de se faire connaître, de faire partie de réussite, et puis avec tout ce qui va avec en termes d'opportunités, en termes d'attraction de partenaires pouvant vous soutenir. Voilà en gros, mais le résumé, c'est que c'est excellent de vous entendre dire cela. Merci. Merci Aliou, et puis je pense qu'au-delà du webinaire, vous pourrez renvoyer vers toi et tes équipes toutes les questions qui concernent l'Afrique. Frédéric. Oui, alors juste
en complément à ce qui a été dit, je pense que pour impliquer les communautés locales, il est important dans les aires marines protégées, alors je prendrai un peu l'exemple de la France, de bien penser, et notamment au parc marin, penser à la gouvernance qui est associée à ces aires marines protégées, hein, et voir en quelle mesure la gouvernance de ces aires marines protégées veille à bien la bonne implication des communautés locales pour que l'ensemble des acteurs soient bien impliqués dans ces actions. Donc, au-delà de la désignation, et je pense que c'est un avis communément partagé qu'il faut lutter contre la politique du chiffre de la surface d'aires marines protégées, c'est l'efficacité des mesures de gestion, l'implication des acteurs pour pouvoir, alors, assurer la régulation, la protection et les objectifs qui sont associés à ces aires marines protégées, et bien évidemment veiller à l'implication de l'ensemble des parties prenantes, d'où les communautés locales. Merci Frédéric. D'autres questions? Je crois qu'il y a une question, alors elle est peut-être pour Aurélie, sur la réponse, ou plutôt la réaction de l'UICN sur le vote qui a divisé le Parlement européen sur le chalut dans les zones maritimes protégées. Est-ce qu'il y a, qui est une question sur le chat? Est-ce qu'il y a déjà des réflexions, des réactions officielles qui ont été faites par l'UICN? À ma connaissance, mais peut-être que quelqu'un peut compléter. Je ne sais pas, Aliou. Vous dites? C'est la question en fait de la. Donc c'est une question qui a été très débattue au niveau du Parlement européen, mais c'est la question qui se pose plus largement pour les AMP, et Frédéric vient d'en parler. On en a parlé à travers ce qu'on appelle la gestion efficace des aires marines protégées, c'est-à-dire dans quelle mesure, et ça fait l'objet d'une recommandation au Congrès mondial de l'UICN, c'est-à-dire dans quelle mesure la pêche industrielle peut-elle être ou non compatible avec les aires marines protégées. Donc, on a compris que à travers le Congrès mondial, la réponse côté UICN était plutôt non, mais on sait que c'est une position donc, qui a été exprimée là en septembre à Marseille, mais on sait qu'il y a beaucoup d'AMP dans lesquels il y a du chalutage en eau profonde, et donc la nécessité pour l'UICN aussi d'accompagner les gestionnaires des aires marines protégées, d'accompagner aussi les États à faire en sorte que on diminue cette pression de la pêche industrielle, voire qu'on la supprime dans les aires marines protégées. Enfin, voilà, c'est cette question-là qui est soulevée. Et peut-être, est-ce que vous, en Afrique, vous avez aussi cette problématique importante du chalutage dans vos aires marines protégées? Oui, il y en a. Le plus gros problème ici en Afrique, c'est d'abord la surveillance, pouvoir délimiter. Généralement, une aire marine protégée, elle a des limites. Et à l'intérieur des limites, on peut avoir un plan de gestion, Généralement, on élabore un plan de gestion. Mais quand les limites ne sont pas précises, ou bien quand les gestionnaires n'ont pas une vision spatiale claire des limites, cela pose effectivement un problème. Ce sur quoi nous travaillons, c'est de doter des aires marines protégées. Il y en a même qu'on essaie de doter de drones, leur permettre de faire la surveillance, parce que nous pensons que la surveillance fait partie des actions les plus essentielles en Afrique. Ensuite, après la surveillance, les gestionnaires des aires marines protégées ont besoin de beaucoup d'appui des États, des organisations internationales, parce que le vrai problème ici, c'est le problème des moyens. Même si la pêche industrielle, même si certaines actions ne sont pas autorisées à l'intérieur de l'aire marine protégée, les gestionnaires n'ont pas souvent les moyens de mettre en œuvre les plans de gestion que nous encourageons beaucoup. Parce que quasiment toute aire marine protégée qui se crée, un des premiers réflexes est d'élaborer un plan de gestion. Mais c'est sa mise en œuvre qui est problématique. Pour rebondir aussi, puisqu'on a cité la liste verte des aires protégées, le Bénin, on a un bon exemple, et Aliou, vous avez parlé de cette liste verte, on a un bon exemple d'un site labellisé en France qui s'appelle le Parc marin de la Côte Bleue, où justement il y a des réserves intégrales qui ont été créées à l'intérieur du parc à la demande des pêcheurs pour justement permettre
aux poissons et à la ressource halieutique de pouvoir se régénérer. Et c'est eux-mêmes maintenant qui ont demandé et qui soutiennent ces réserves intégrales. Et peut-être cette question de la pêche aussi, peut-être qu'Aurélie peut nous donner quelques éléments un peu de clarification, puisque par rapport au traité international sur la haute mer dont tu nous as parlé, il y a aussi va y avoir cette articulation avec les organisations régionales des pêches. Et c'est un sujet, dans quelle mesure est-ce que les AMP qui vont être créés dans les eaux internationales vont pouvoir agir sur la pêche, qui est un domaine par ailleurs réglementé par ces organisations régionales. Absolument. Des pêches. Et puis, c'est une des grosses discussions et un des gros points d'achoppement, c'était cette not undermining existing organizations. Ça veut dire qu'il ne fallait pas toucher au mandat et à l'existence des organisations régionales de pêche qui ont des mandats en haute mer. Mais je pense que l'espoir réside vraiment dans l'intérêt qui est reconnu par le monde de la pêche d'avoir des zones de protection pour régénérer les stocks. Et voilà. Et on a aussi toute la discussion sur les autres mesures de conservation efficaces, au ICM en anglais, qui rentrent dans cette discussion BBNJ. Donc, il y a encore beaucoup de choses à discuter sur ce sujet, mais je pense qu'on a fait de gros progrès au mois de mars. Je pense qu'on a vraiment vu les parties, après ces 2 ans de pause liées à la pandémie du Covid-19, des négociations venir avec une ouverture et vraiment l'envie de négocier, quoi. Et puis le secteur de la pêche qui, malgré tout, c'est rapprocher des enjeux BBNJ et de voir qu'est-ce qui va leur advenir et qu'est-ce qui va advenir à leur secteur. Merci, merci beaucoup. Je vois beaucoup de questions très intéressantes. Nous sommes malheureusement contraints par les délais du webinaire. Donc, deux informations. La première, c'est que vous pourrez retrouver l'ensemble de ces échanges et ces débats sur la chaîne YouTube du Comité français. Et puis, évidemment, les ressources sont ouvertes et à disposition pour chacun des comités nationaux et des ONG qui le souhaiteraient pour le partager le plus facilement auprès de vos membres. Et puis, comme à chaque fois, on reste à votre disposition pour recueillir des questions et les transmettre aux intervenants pour pouvoir vous apporter des réponses plus précises. Je propose que nous cédions le mot de la fin de ce webinaire à Patricia Ricard. Patricia Ricard, qui est la présidente de l'Institut de Paul Ricard, l'Institut Paul Ricard, qui travaille sur la connaissance et le partage de la connaissance des océans, qui a été membre de la 3e chambre parlementaire française du CESE, qui est très engagée depuis très longtemps et que nous avons eu le plaisir d'accueillir comme membre international de l'UICN au dernier conseil de février 2022, qui a concrétisé son action en faveur de la plateforme Océan et Climat et d'autres sujets en devenant membre à part entière de l'UICN. Patricia, la parole est à vous pour le mot de conclusion. Bien, merci beaucoup Maud. Et puis tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses à tout le monde d'être arrivé un petit peu en retard dans ce webinaire. Les embouteillages à Marseille ne s'arrangent pas, j'étais un petit peu coincée. Donc peut-être je ne vais pas résumer parce que j'en ai perdu une partie, mais je voudrais partager peut-être avec vous une tendance générale, puisqu'on est quand même, on assiste à une accélération de ces grands événements internationaux sur l'océan. Il y a comme effectivement 2022 année de l'océan, il va y avoir la France qui va accueillir après Lisbonne la prochaine étape de l'ODD 14. Voilà, donc il y a une mobilisation notamment de l'État français, et je m'en réjouis. Et également, je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que vous avez cité la COP, Maud, et on va fêter nos 8 ans. Et la plateforme Océan et Climat est née avec la COP 21. Et pour mémoire, souvenez-vous que la COP 21, donc on est en 2015, c'est la première fois que le mot océan apparaît dans le préambule de l'accord de Paris. Et si on regarde un petit peu le trajet et l'ensemble de l'acculturation, j'allais dire internationale, sur ce sujet de l'océan, en lien avec le climat et j'espère bientôt avec la biodiversité, parce qu'on n'a pas encore fermé le nexus, c'est assez remarquable tout de même. On voit les coalitions
voyons ce qui marche, les coalitions autour des aires marines protégées, le remarquable travail que fait Peter Thompson, l'envoyé spécial, la coalition autour du plastique, BIMED en est un excellent exemple, même les coalitions autour de tous les aspects de restauration. Nous, on vient de rejoindre le réseau ICO. Alors, c'est un réseau panaméditerranéen, enfin circum-méditerranéen, avec l'agence de bassin et également le conservatoire du littoral, où on va finalement, on se rend compte qu'il y a une volonté de mettre en partage les bonnes pratiques, les retours d'expérience, d'accélérer la formation. L'absolu, je crois, presque consensus aujourd'hui international sur l'importance d'appuyer les décisions sur la science, l'importance des plaidoyers envers les leaders politiques et économiques appuyés par de la science. Donc déjà, je trouve qu'il y a une maturité qui s'est développée ces dernières années, qui est tout à fait, enfin pour ceux qui ont vu le début du film, qui sont un peu moins jeunes comme moi, c'est tout à fait remarquable de voir finalement tout ce racinaire qui a été fait et qui commence un peu à créer une conscience collective, une conscience universelle. Sur le plastique, peut-être, une petite phrase, mais là, c'est peut-être, là, j'ai presque envie de partager un peu mes vœux pieux. Je trouve formidable qu'on sorte plus progressivement, enfin, pas tout le monde encore, mais que cette notion de plastique à usage unique rentre vraiment très fermement dans les consciences et les actions. Moi, j'aimerais militer aujourd'hui pour le plastique universel. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, combattre le plastique à tout prix serait une erreur parce que nous pourrions perdre la filière de recyclage, qui est le seul endroit où on puisse enfuir le plastique qui a été mal géré jusqu'à maintenant. Et en revanche, se battre pour un plastique universel qui pourrait être, avec des polymères beaucoup moins complexes et beaucoup plus réduits, qui pourrait être juste recyclable dans le monde entier, je crois que ce serait une grande avancée. Je voudrais également aussi attirer l'attention sur l'importance que la restauration écologique a pris dans l'esprit des gens, et ça, je trouve formidable de passer à l'action de réparation, de restauration. Ça permet d'avoir un discours un petit peu moins catastrophiste en disant c'est fichu. Non, ce n'est pas fichu. On peut encore restaurer, on peut remettre des services écosystémiques en route. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très positif. Et aussi, quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est ce lien terre-mer qui devient un petit peu plus présent, parce qu'effectivement, je crois que la solution, elle est effectivement sur la gestion des activités humaines à terre, mais je crois aussi que certaines activités devraient redevenir terrestres pour apporter des solutions à des problématiques marines. Nous travaillons beaucoup, nous, en ce moment, sur l'aquaculture multitrophique terrestre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si on commence à rentrer dans ce nexus océan, climat et biodiversité, et que l'on commence à adresser la pêche à travers le spectre des émissions carbone, on se rend compte que la filière de froid est absolument gigantesque, que le transport est absolument gigantesque, que la traction des filets de chalut, ça. Donc, voilà. Donc, il y a tout un impact carbone de la pêche qui aujourd'hui permet de proposer une approche alternative. Ensuite, il y a cette menace et qui est directement liée à la surpêche et à la pêche, qu'elle soit illicite ou qu'elle soit industrielle, légale, mais gigantisme des navires de pêche industrielle, c'est cette demande incessante de farine de poisson, puisque vous savez que l'aquaculture a multiplié par 5 en 30 ans, ce qui est une dynamique économique tout à fait spectaculaire, certes, mais inquiétante, puisque la ressource de toute cette aquaculture mondiale, elle est quand même basée sur des farines de poisson, et qu'aujourd'hui, on voit des espèces comme le maquereau faire partie des farines de poisson. Or, aujourd'hui, il existe des alternatives, des bols alimentaires alternatifs, que ce soit à base de végétal, à base de farine d'insectes ou d'organismes marins type microalgues. Voilà, donc je crois qu'il est important d'accélérer cette innovation. Et pour accélérer cette innovation, je rejoins ce que disait M. Faye, c'est toujours ces moyens. Et je pense qu'il y a quelque chose que je vois apparaître de plus en plus et qui est une bonne recette pour accélérer un petit peu ces innovations essentielles, et ces innovations vraiment qui s'inscrivent dans la durabilité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre la durabilité, l'environnement au milieu de la conservation et au milieu de la protection. C'est ce que j'appellerais les carrés magiques. Ce sont ces partenariats où vous allez avoir le monde académique qui va apporter la connaissance scientifique, qui va être dans le déploiement, l'acquisition et la structuration de cette connaissance. Vous allez avoir le monde économique qui tout d'un coup va trouver, s'inscrivant dans une économie qu'on veut tous de plus en plus bleue, va trouver effectivement une pérennité à une bonne idée, un bon projet. Il faut le rôle des ONG qui aujourd'hui est absolument déterminant dans l'évolution des réglementations.
Aujourd'hui, vraiment, je pense que si cette notion, ce travail formidable qui a été fait sur le plastique, on le doit beaucoup aux ONG qui ont fait un travail admirable. Et puis aujourd'hui, c'est les derniers venus. Et d'ailleurs, on était ravis je crois que tout le monde a apprécié la déclaration à Lucienne sur accueillir les territoires et les institutions. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a l'académique, l'économique, la société civile et l'institutionnel, on peut commencer à avoir des actions structurantes. Donc moi, je suis bien sûr, comme tout le monde, un peu inquiète et alarmée par les problèmes de submersion, d'ailleurs que la plateforme Océan et Climat adresse à travers le programme CITES, puisque à Brest, nous avons le programme CITES qui est porté par Raphaël Cuvelier et Théophile Bourgard. Ils ont réussi à faire signer 47 villes qui vont effectivement mettre en commun leurs pratiques, leurs réflexions sur comment effectivement s'adapter à ces problématiques de submersion. Je crois également que le politique commence à se saisir de ces sujets. Nous, on a eu la chance, il y a 3 ans, de créer un comité France-Océan à côté du comité France-Mer, qui est un comité qui va plutôt adresser les questions maritimes, les questions d'économie, de shipping, de croisière, de portuaire. Et là, tout d'un coup, nous avons un comité France-Océan qui va adresser ces questions de climat, océan et biodiversité, avec justement un dialogue de plus en plus enrichi, je vais dire, entre le monde économique et le monde scientifique sur la nécessité de conserver et d'intégrer la biodiversité, que ce soit dans les innovations ou tout simplement dans les réorganisations littorales. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. BBNJ, j'espère que cette histoire de pêche va enfin sa place, parce que je crois que malheureusement, nous assistons à… Il ne faut pas oublier que BBNJ, ça a commencé avant qu'on fasse ce lien entre l'océan et le climat, que l'océan et le climat, le lien, les gens font le lien entre la biodiversité et le climat, et on l'a bien vu à Marseille au moment de l'ICN. L'océan et le climat, les gens commencent à comprendre, mais fermer le nexus, ça, je crois que c'est notre grand enjeu commun. Que la restauration des écosystèmes, c'est le grand enjeu commun, et peut-être casser cette frontière entre l'eau douce et l'eau de mer, enfin réviser le grand cycle de l'eau dans sa globalité pour justement adresser le plastique, pour adresser les pollutions chimiques, voilà, et pour essayer de restaurer cette espèce de vie essentielle. Donc voilà. Donc moi, je suis ravie de rejoindre avec toute l'équipe de l'Institut le réseau de l'UICN. C'est mon premier webinaire avec vous, et j'étais ravie de vous entendre. Je trouve que c'est une source d'informations formidables, et qu'effectivement, tous ensemble, et avec la dimension internationale, parce que je pense que c'est un sujet qu'on ne pourra adresser qu'en travaillant tous ensemble et en partageant nos bonnes pratiques et nos bonnes informations, et pourquoi pas aussi nos moyens financiers. Je rejoins tout à fait M. Faye. Et peut-être le dernier effort à faire, c'est d'embarquer le monde économique dans le financement de la philanthropie. Aujourd'hui, le monde économique finance extraordinairement, enfin la culture est financée en grande partie par le monde, par le secteur privé. Et il faut vraiment, vraiment appuyer et insister sur ces partenariats publics-privés. Il faut que le monde économique vienne accompagner les initiatives, et notamment les chercheurs, sur ces nécessités de bien comprendre les écosystèmes pour mieux les protéger. Donc voilà. Donc on a beaucoup de pain sous la planche, mais il y a quand même de bonnes nouvelles. Et cette perception d'un réseau de plus en plus fort et de plus en plus intégré, et ce dialogue très, très enrichi me donne un peu de confiance pour les temps qui arrivent. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est un mot de la fin, mais en tout cas, je tenais à partager mon enthousiasme, certes modéré, devant toutes ces choses qui ont pas mal avancé ces dernières années. Voilà. Merci beaucoup, Patricia, pour cette conclusion de notre deuxième webinaire du réseau francophone. Je remercie Aliou de l'avoir ouvert avec Maude. Je remercie Aurélie et lui souhaite bon courage, et lui dire que nous plaçons tous nos efforts vers elle pour la conclusion de ce traité tant attendu sur la protection de la haute mer. Merci à Lucille pour nous avoir présenté l'initiative BIMED, et on espère aussi que ce traité international sur la lutte contre la pollution plastique trouvera rapidement une conclusion. Et en attendant, là, elle nous a rappelé toute l'importance de soutenir des actions concrètes dans les territoires. Merci à Frédéric qui nous a rappelé toute l'importance de
de la planification écologique, qui est maintenant placée directement en compétence de la nouvelle première ministre de la France. Et on attend évidemment beaucoup aussi, et merci à Manon Larocque et à Cathy Graham de nous avoir présenté les attendus du Congrès mondial des aires marines protégées, puisqu'on attend évidemment beaucoup sur l'augmentation à la fois de la superficie, mais aussi de la qualité de gestion. On en a parlé des aires marines protégées et plus largement l'ensemble évidemment des actions qu'on peut faire, comme nous l'a rappelé Patricia, pour un océan plus vivant. Merci à tous d'avoir participé à nos côtés pour cette journée mondiale des océans 2022 et on se retrouvera bientôt pour une 3e édition de ce réseau francophone de l'UICN. Merci à tous et très bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.